Salut à tous, ravi de vous retrouver sur motorstv.com avec une nouvelle édition du débriefing F1. Et là, je peux vous le dire, ça commence à devenir très important puisque dans quelques jours, quelques heures même, j'ai envie de dire, eh bien, ce sera le démarrage de cette nouvelle saison 2010. On est bien excités, bien évidemment. Jean-Luc, oui, tu es dans les starting blocks. Je suis présent, oui LSB, je suis là. En tout cas, je te salue bien bas. Mais, alors, pas trop bas, pas trop bas. Et donc, on y est, hein. Vous posez bien sûr vos questions sur le forum de motorstv.com à la rubrique Monoplace. On en évoquera des questions que vous avez posées tout au long de cette semaine. Mais Jean-Luc, j'ai envie de commencer avec toi aujourd'hui par ce qui va être forcément l'événement de ce premier Grand Prix. C'est le retour de Michael Schumacher. Bien sûr, on en a déjà parlé dans le cadre de cette émission, de ce rendez-vous. Mais là, on y est vraiment. Et je voudrais bien qu'on comprenne à quel point ça va être un événement mondial. Tu en es persuadé, j'imagine. Plus que persuadé, convaincu je dirais, parce qu'effectivement, d'abord c'est pas tous les jours qu'on a un champion de cet acabit-là, de cette nature-là. Bon, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais ceux qui me reviennent, c'est 7 titres de champion du monde. On est d'accord. Au sein d'équipes donc différentes, avec un écart également entre son premier titre et le dernier titre qui est de près de 10 ans, avec 91 victoires en Grand Prix, avec recordman des pole positions devant Ayrton Senna, même si on peut toujours dire que c'était pas les mêmes. 41 ans, donc quand même un retour à la compétition à 41 ans. On en a vu des retours, notamment en natation, on en a vu dans d'autres domaines. Armstrong, moi j'ai envie de dire en cyclisme. J'avais envie de dire, oui, mais non, il est plus jeune, oui, il est moins âgé, c'est comme on veut. En tout cas, il s'est arrêté moins longtemps, je ne dis pas de bêtises. Là, il s'est arrêté 3 années, 3 saisons, Michael Schumacher. Bref, c'est un événement d'une importance absolument colossale, d'autant que, et là aussi c'est important, il quitte quelque part ce qui était devenu sa deuxième famille, Ferrari. Donc il rompt un contrat ou il brise un contrat qu'il n'a pas voulu renouveler pour partir chez Mercedes, qui est quand même l'usine qui revient également de manière officielle dans le championnat du monde de Formule 1, ça n'était plus le cas depuis 55 ans. Il faut quand même rappeler ça aussi, ça fait beaucoup de chiffres, mais quand même pour mesurer l'importance de l'événement en termes médiatiques, en termes historiques pour la Formule 1, et même, je dirais, pour le monde du sport et de l'industrie. Que Mercedes décide de remettre les flèches d'argent avec un pilote allemand, de surcroît avec le pilote allemand le plus titré de l'histoire de la Formule 1, et du sport automobile, c'est quand même un événement d'une ampleur, je dirais, qu'il faut bien mesurer. Alors évidemment, après, nos confrères, on a tous couru après Michael Schumacher pour avoir ses impressions. Alors là, il y a deux manières, il y a deux lectures. Hein. La première, naturellement, c'est que l'oiseau, il est habitué à composer avec la presse. Moi, je vais dire jeu. Là, c'est pareil, on dit toujours le jeu est haïssable. Ah, mais je crois que nos internautes attendent que ils aiment bien. Alors moi, je vais dire jeu. Alors, je n'ai pas toujours été tendre avec Michael Schumacher, soyons clairs, depuis les débuts. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je sais, à la manière d'autres, et on peut en parler très longtemps, à la manière d'Ayrton Senna, pour prendre celui pour lequel moi j'ai une admiration sans faille, comme je pense beaucoup de nos internautes. Tu n'es pas le seul. Bon, il n'a pas toujours eu un comportement en course qui était parfaitement, je dirais, fair-play, parfaitement chevaleresque et parfaitement clean. Bon, mais Michael Schumacher, pour moi, s'est rendu coupable d'un certain nombre de manœuvres dangereuses, voire très dangereuses, au détriment de ses adversaires, et puis, je vais le dire aussi, plane sur certaines de ses victoires, peut-être certains de ses titres, quelques doutes. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai le droit d'avoir moi aussi des doutes, j'en ai. Maintenant, le champion, la dimension du champion est tellement énorme et de surcroît, et c'est là qu'on en vient à ces 3 années, il m'est devenu, je ne vais pas faire trop long parce que là on va y passer une demi-heure, il m'est devenu infiniment sympathique par son courage, par sa détermination, parce que de la moto, tu le sais, moi j'en fais, j'ai fait de la course moto à mon misérable niveau il y a longtemps, je sais ce que c'est. Et quelqu'un qui a le courage physique d'aller au charbon, comme on dit, à près de 40 ans, alors qu'il a tout, il a la gloire, il a la richesse, il a tout ce qu'il veut. Il va pour le plaisir de se mettre en danger, il va courir avec des types qui ont 10, 15 ans, 20 ans de moins que lui, et il va vraiment au charbon, et on sait qu'il avait même à un moment des ambitions pour aller participer à des épreuves de Superbike notamment, et pourquoi pas un jour de Grand Prix. Moi je trouve ça remarquable, donc je le dis clairement, Michael Schumacher m'est devenu sympathique. Alors maintenant j'attends de voir son comportement en course. Qu'est-ce que tu attends? Comment croit-il qu'il va pouvoir négocier ce week-end de Bahreïn? Est-ce que fatalement, ça sera aussi pour lui un week-end de remise en forme en quelque sorte? Ou est-ce que d'emblée, il devra aller montrer à tout le monde que le Kaiser est revenu, le Baron Rouge? En aura-t-il les moyens? Est-ce que Mercedes va lui offrir une machine? Et à l'intérieur de Mercedes, est-ce que ça va être tout pour lui ou pas?
Il y en a des questions. Rafale de questions à lever. Alors attends, on va les prendre une par une. Déjà, bon, dans quel état d'esprit? Alors déjà, physiquement et moralement, je crois que les chiffres parlent pour lui. Oui, tu as la grille sous les yeux. Ah oui. Les colonnes de notre excellent confrère Auto Hebdo, évidemment, qui a résumé par la voix de Patrick Camus et de Jean-Michel Desnoux exactement ce qui se passe. Alors, donc Mercedes, 3e en matière de kilométrage d'équipe, donc on a beaucoup roulé, 6148 km, alors des 4 séances, et Michael Schumacher figure au 8e rang avec près de 3000 km couverts. Donc voilà. Donc Michael Schumacher, il est en forme, il y a zéro problème, il l'a dit, en forme physique, il est à son poids de forme, il s'est entraîné peut-être, je vais pas dire comme jamais, mais comme il y avait longtemps qu'il ne l'avait pas fait, et moralement, il est au top, il le dit lui-même, il a retrouvé une motivation, une pêche en un mot comme en mille qu'il n'avait plus, il l'a même dit, notamment la dernière année, il en avait marre et tout, bon là, il est vraiment au top. Donc il y a zéro problème sur le niveau mental et physique de Michael Schumacher. Au niveau des performances, oui, c'est sûr que la grille virtuelle là aussi de Barcelone, il est 9e temps, ça lui ressemble pas, une 20,745, mais c'est tellement serré. Et puis de toute manière, il est juste derrière Rosberg, une 20,686, on va même pas en parler, c'est la même chose, il est parfaitement dans le coup. Alors, ça c'est la première des choses, donc le contexte, il est là et bien là. Alors, maintenant tu me parles de la performance de la voiture, c'est ce qui va sous-tendre évidemment les résultats, comme toujours. Mercedes a bien roulé mais n'a pas montré pour le moment des performances. Michael Schumacher lui-même, et je dirais presque ça fait plaisir comme nous-mêmes, est un petit peu dubitatif sur le niveau de performance réalisé même à Barcelone en disant on ne connaît pas les conditions de chacun, on ne sait pas exactement la charge en carburant, on ne sait pas quel type de pneumatique, on ne sait pas si réellement le pilote se défonçait totalement comme en qualif. Bref, on attend tous Bahreïn, le circuit de Shakir, ça va être fabuleux dans quelques jours, quelques heures comme tu dis, et là on aura à l'issue des qualifs la vraie perf comme ça, et avec les évolutions qui vont être apportées, parce que depuis Barcelone, on peut être tranquille, on va avoir des nouveautés. Donc, l'état de Schumacher, alors après, ta dernière question est très importante. Au sein de l'équipe Mercedes, écoute, évidemment que là, on a les yeux de Chimène, le mot est faible, parce qu'on sait que Rosberg, il est encore très jeune, 24, 25 ans, il a l'avenir devant lui. Je crois qu'effectivement, si Michael Schumacher est en mesure de décrocher un titre de champion du monde pour Mercedes cette année, on ne va pas laisser passer l'occasion, parce qu'à 41 ans, 42 ans en janvier prochain, c'est un créneau, c'est une fenêtre de tir. Peut-être Nico Rosberg, peut-être, je dis bien, devra-t-il attendre, patienter encore un petit peu et apprendre de son illustre équipier. Je pense que Nico Rosberg, qui est un garçon très intelligent, l'a peut-être déjà compris. Bon, dans quelques instants, Jean-Luc va se mouiller pour un pronostic pour le Grand Prix de Bahreïn. Auparavant, tu me mets énorme. Mais je te laisse gamberger parce que je vais te poser 3 questions que nos internautes ont posées. Alors, l'actualité de la semaine, Sgt Pepper et Denis Bourrier s'en font l'écho, bien sûr. HRT arrive. Donc Hispania Racing Team, c'est pas Holden Racing Team. Les habitués de Motors TV savent qu'il y aura confusion peut-être. Alors, un mot, et de son nouveau pilote, Karun Chandhok, un pilote indien, nommé aux côtés de Bruno Senna. Alors, déjà, moi je suis absolument ravi déjà que cette équipe soit passée au travers des gouttes d'eau, parce qu'à un moment ça tombait de rue, et on a même craint qu'elle n'arrive pas. Bon, il y a eu un homme d'affaires miracle qui, à peine un mois avant le début de la saison, injecte des fonds. Et ça sauve Bruno Senna, tu me vois venir, parce que vraiment, moi, ça me fait infiniment plaisir de voir un Senna sur la grille de départ d'un Formule 1. On va tous avoir des frissons, on en a déjà, donc ça, c'est carrément fabuleux. Bon, Bruno, en plus, c'est un type extrêmement sympathique, je pense très performant. Bon, maintenant, qu'attendre de l'écurie qui n'aura pas roulé du kilomètre. Bon, là, je crois que déjà, il faudra qu'il soit, allez, je vais oser, à moins de 5 secondes de la pole, et ce sera formidable, vraiment. Quand on voit déjà le mal qu'ont Lotus et Virgin, qui eux ont roulé, à être dans ces moins de 5 secondes dans les 3-4. Qui sont au niveau de GP2, d'ailleurs. Qui sont au niveau du GP, à peine au-dessus, une seconde plus rapide. Alors, au niveau de Karun Chandhok, donc puisqu'il faut apprendre donc c'est le deuxième pilote indien, comme tu le sais, après Narine Karthikeyan, qui ma foi n'avait pas démérité. Et il y a une petite question aussi sur pourquoi il n'est pas chez Force India, au sein de l'équipe évidemment indienne de Vijay Malla. Lui, il a dit, peu importe, moi ce qui est important pour moi, c'est d'être sur la grille. D'ailleurs, il m'a appelé pour me féliciter. Bon, évidemment, chez Force India, c'est vrai qu'ils ont maintenant des ambitions un petit peu plus élevées, ils l'ont déjà démontré l'an dernier. Les autos ont formidablement bien marché à plusieurs occasions, donc maintenant ils veulent aller plus loin, et c'était logique de ne pas faire appel à un pilote tout à fait débutant. En tout cas, c'est bien, on a un pilote indien, et on sait que c'est peut-être les préludes à un Grand Prix en Inde, tôt ou tard. Bon, alors, pas mal de questions aussi de la part de Vanig, de Dr Dridge, j'espère que je prononce bien, de Ol Jojo OL, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Stéphane Grand Prix, donc n'est pas là.
Donc jusqu'au bout, ça aurait été une drôle d'histoire hein, quand même. Ouais, hein, ouais. Il a fait, les malheurs des uns parfois profitent et font le bonheur des autres. Là, ça n'est pas le cas. Les malheurs de USF1, on l'a assez dit malheureusement, auraient pu profiter à Stéphane Grand Prix. Maintenant, est-ce qu'à un moment, il fallait arrêter un petit peu le carnage et presque le ridicule de la situation? Moi, je réponds plutôt oui. Je comprends que la FIA, à quelques jours seulement de l'ouverture de la saison, n'ait pas voulu, et c'était un petit peu pareil, hein, jeter en quelque sorte Stéphane Grand Prix dans la gueule du loup et dans l'arène, avec une auto qui n'a pas roulé, avec des pilotes qui n'auraient pas roulé, même si on parlait de Jacques Villeneuve et de pilotes japonais. Je pense que c'est une sage décision. Tant pis, la grille ne comportera que 24 voitures et 12 équipes. J'espère qu'on sera plus scrupuleux et je suis certain qu'au niveau de la FIA, on sera beaucoup plus scrupuleux pour les inscriptions 2011. Et là, je pense qu'on aura une grille pleine. Voilà. Allez, dernière petite question avant que tu en viennes à ton pronostic. C'est Super Jenson. Alors on a compris pour qui il roulait, si j'ose dire. Donc pour Button, il dit mais enfin c'est quand même incroyable. Tout le monde dit qu'il va se faire bouffer par Hamilton. Je suis désolé, il est le champion en titre, il est l'homme à battre, Jenson Button. Alors oui, Super Jenson, c'est pas totalement faux sur l'esprit, mais c'est vrai qu'on a une petite inquiétude. Hein. Alors bon, là aussi, on reprend historiquement. C'est la première fois dans l'histoire de la Formule 1 que 2 champions du monde des 2 saisons précédentes cohabitent et que de surcroît ils sont britanniques. Parce qu'il faut quand même remettre toutes les pressions les unes après les autres. C'est quand même absolument énorme. Hein. McLaren, donc équipe britannique, avec donc Jenson Button, le tenant du titre 2009, et Lewis Hamilton, le tenant du titre 2008. 2 jeunes pilotes qui ont les dents qui rayent le plancher, même s'ils sont déjà titrés tous les deux, avec une excellente équipe absolument formidable. Bon, alors là je vais mouiller aussi. Moi je pense qu'Hamilton est chez lui et je pense qu'Hamilton aura un tout petit plus. Pas grand chose hein, pour Super Jenson, ne sois pas déçu. Et il sera là Jenson parce qu'il a beaucoup appris de l'an dernier et je pense qu'au contact de cette grande équipe il va encore beaucoup apprendre. C'est un excellent pilote qui mérite largement son titre. Je pense qu'Hamilton sera un tout petit peu plus rapide. C'est mon opinion. Allez, Bahreïn. Dimanche prochain, ouverture de la saison 2010. Alors, qui sera en pôle? Qui va gagner le Grand Prix? Alors là aussi, je prends... c'est du lourd. Hein. Je prends la grille virtuelle. Bon, c'est dans la bande des 4. De toute façon, clairement, là, je me mouille pas beaucoup. Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes. Absolument. D'accord. Alors, c'est clair que McLaren... Red Bull et Ferrari ont été vraiment dans un mouchoir. Mercedes, donc Michael Schumacher, le premier, nous dit on va être bien, mais pas tout de suite. Je peux le croire. Je peux le croire. Donc je pense, allez, on enlève Mercedes. Tu vois, je procède par élimination. Red Bull a moins roulé, maintenant a été performant. Red Bull a un petit peu moins roulé. Est-ce qu'ils basquent leur jeu? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on va voir de grosses nouveautés. Je pense qu'on a présenté la voiture tardivement parce qu'on a continué à développer des choses. On peut faire confiance à Adrian Newey pour nous révéler des choses formidables jusqu'au bout. Alors après, quand même, ce qui m'impressionne, c'est la confiance inébranlable de Fernando Alonso. Alors ça, vraiment, ça, je dois reconnaître que là, entendre un champion de cette nature, de cette carrure, avec son passé, dire « je n'ai jamais piloté une monoplace aussi performante ». Et puis ça se sent, quoi. Il est bien chez Ferrari. Je crois que ça va au-delà vraiment du discours de façade. Ah oui, moi je le crois. Je le crois. Je crois que c'est vraiment sincère. Je crois que c'est au fond de lui. Allez, je dirais un petit avantage. Je vais mouiller. Alonso et Ferrari, mais je pense que McLaren et Hamilton sera pas loin. Voilà. Eh bien, écoute, moi, j'avais noté que sur les 6 éditions précédentes à Bahreïn, Ferrari en a gagné 3. 2 fois avec Massa, 1 fois avec Schumacher. Donc j'aurais tendance à dire, ouais, Alonso. Mais je mets Hamilton en pôle. Allez, voilà, histoire de dire aux essais. Comme à Barcelone. Voilà, mais c'est vrai qu'en course, Ferrari peut-être, sur la durée d'un Grand Prix, peut-être un coup à jouer. Moi, je crois au métier d'Alonso, là, je crois qui est de toute façon encore supérieur à celui d'Hamilton, justement, si on prend les 2 qui, à mon avis, vont être les plus rapides. Alors, c'est un peu méchant pour Massa aussi. Hein. Massa, il sera là, mais il sera un tout petit peu derrière, c'est mon sentiment aussi. Un petit peu derrière, comme Button par rapport à Hamilton, les 2 têtes de série, je dirais, les 2 chefs de fil. Et puis chez Red Bull, alors difficile de savoir, Weber a été plus vite là, mais bon, ça veut rien dire là aussi. Plus vite que Vettel, il sera pas loin. Vettel, il sera pas loin. Et encore une fois, si Newey nous sort quelque chose de son chapeau. Bon, eh bien vous avez compris, ça y est, on est déjà dedans, hein, c'est clair, là on attend vraiment impatiemment le démarrage de cette saison, donc tout ça pour dire que lundi prochain sur motorstv.com, qu'on va avoir des choses à vous dire. Alors là oui, parce qu'on refera le Grand Prix, je peux vous dire, on aura évidemment beaucoup de choses à se dire, parce que tous les enseignements déjà qu'il y aura à tirer de ce premier Grand Prix de l'année. Bon, Jean-Luc, économise bien ta voix, tu vas en avoir besoin aussi pour ton commentaire sur RMC, et puis on se retrouve bien sûr sur motorstv.com dans une semaine, avec vos questions sur le premier Grand Prix de la saison. Là franchement, faut pas rater ce rendez-vous. Salut Jean-Luc, bon Grand Prix, à la semaine prochaine.